Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les relations, le fait d'apaiser nos relations, de résoudre des conflits, en passant par la voie royale pour le faire, c'est-à-dire la voie de notre intériorité et le fait de regarder le miroir que peuvent nous tendre nos liens, et en incluant bien sûr le lien à soi-même. Ce mois-ci et au début du mois d'octobre, j'ai prévu plein de contenus et plein d'événements en particulier pour vous accompagner sur ces différents chemins. Notamment, on a le rituel Potala le 21 septembre qui va être assez incroyable avec notamment une éclipse solaire le jour J. Le 7 octobre, un événement pour la pleine lune qui va être dédié à l'amour de soi et l'amour des autres, qui va être à 19h, pour lequel je vais vous mettre l'inscription juste en dessous. Et puis plein de contenus, notamment un contenu en 3 épisodes sur les conditionnements qui créent nos schémas répétitifs, un autre épisode sur la manière d'identifier et de trouver nos traumatismes transgénérationnels, et enfin un épisode dans lequel je vais pouvoir vous raconter des histoires vraies, de véritables cas, d'histoires transgénérationnelles, de répétition et la manière dont ça peut s'exprimer dans une vie humaine. Et au-delà de ça, eh bien, plein de contenus, avec notamment sur le blog qui a été publié aujourd'hui, un questionnaire que vous pouvez utiliser pour poser des questions à vos aînés et identifier les liens transgénérationnels, les héritages familiaux, les mémoires transgénérationnelles que vous ne connaissez pas, en posant des questions toutes simples, soit à un parent, à un grand-parent, ou en tout cas à une personne dont vous êtes proche dans votre lignée familiale. Donc, pour fermer cette parenthèse, maintenant, je voudrais qu'on aborde le thème des relations. Les relations, c'est vraiment l'espace privilégié dans notre vie dans lequel on peut avant tout se lire soi-même. Par exemple, dans notre relation aux autres, on va pouvoir facilement voir les attentes qu'on a, les manques qu'on a, les choses qu'on a du mal à combler de soi à soi-même. On va pouvoir aussi regarder dans les différents schémas qui se présentent de manière cyclique, quelle attente on a, qui n'a peut-être pas été remplie beaucoup plus tôt dans notre vie. Et le fait que ce besoin ne soit pas rempli de soi à soi-même fait qu'on a une attente, un filtre, un voile qui se place entre nous et l'autre et peut être source de conflit. Et puis, ici aussi, le sujet que ça amène, c'est comment on trouve l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Pour l'instant, on peut avoir une vision dualiste des choses et oublier que l'autre est simplement un miroir de soi, le fruit de notre propre esprit. Et en cela, eh bien, on doit apprendre, tant qu'on est dans cette posture-là, à trouver un juste équilibre. Et ça va passer notamment par la thématique des rôles. Est-ce que quand je suis en lien avec les autres, je suis dans un rôle en particulier ? Le rôle de sauveur, le rôle de bourreau, le rôle de victime. Est-ce que je me mets en dessous ? Est-ce que j'ai tendance à saboter les choses pour éviter de vivre, de ressentir, de subir une chose en particulier, comme si je me l'imposais à moi-même pour éviter que l'autre puisse me le faire? Ça peut être rejeté, être abandonné, être jugé. On peut avoir tendance à prendre les devants pour éviter de subir quelque chose qu'on redoute à tout prix, soit parce qu'on l'a vécu, ou soit parce que ça a été vécu avant nous dans notre lignée familiale et qu'on veut à tout prix éviter que ça puisse être ressenti à nouveau. Et puis, le rapport aux autres, il vient aussi nous montrer l'amour qu'on a pour soi-même. Si dans le rapport aux autres, malgré l'harmonie qui peut y régner, les efforts qu'on a faits, les efforts que l'autre fait, eh bien, on continue à sentir qu'il y a un manque particulier qu'on arrive à nommer, ça veut dire que la vision qu'on a de nous-mêmes, les croyances inconscientes, le petit bourreau intérieur qui va commenter en permanence, la manière aussi insidieuse de regarder dans l'autre pour vérifier si notre valeur est stable ou non, eh bien tout ça, ça va donner des indices sur la manière dont on a de se voir et la valeur qu'on se donne et l'amour qu'on peut se porter. Est-ce qu'il est conditionnel ou est-ce qu'il est inconditionnel? Est-ce qu'il y a une indulgence dans la manière de regarder ce que je suis ou est-ce qu'il y a un jugement cassant, une impression que l'autre est toujours en train de nous juger, l'impression qu'il y a toujours quelque chose de latent chez l'autre à surveiller pour identifier ce qui n'irait pas chez nous-mêmes. Donc regardez toutes ces insécurités. En fait, moi, ce que je voudrais amener, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait en parler des heures, mais ce que je voudrais amener pour resserrer les choses, c'est que si vous rencontrez un problème relationnel avec vous-même, c'est-à-dire une sorte de conflit intérieur, une difficulté à vous accepter, une difficulté à trouver de la complétude malgré toutes les choses que vous avez pu faire, vivre et malgré tout l'amour qui vous entoure, eh bien c'est important de tourner le miroir vers soi et d'entrer en introspection déjà en passant par le langage. Comme on le fait par exemple quand
Quand on explore les mémoires transgénérationnelles, on va utiliser ce qu'on appelle le langage intérieur, le langage qui est sous-jacent, les mots précis qu'on utilise pour décrire des émotions, des peurs, des craintes qu'on aurait. Eh bien, le faire avec soi-même, c'est-à-dire se poser des questions toutes simples et écrire ce qui vient naturellement, écrire aussi les sensations physiques qui peuvent venir. Ça peut être des questions comme quelle est la phrase que je me dis le plus souvent sur moi-même, quelle est ma plus grande peur, qu'est-ce qu'on pourrait me faire de pire, qui voudrait dire quelque chose sur ce que je suis. Qu'est-ce que je veux surtout pas qu'on pense de moi? Qu'est-ce que j'ai l'impression qui manque à ce que je suis? Est-ce que ce manque que j'arrive à nommer, c'est une croyance qui vient de moi ou c'est une croyance que je me suis créée à partir d'une expérience? C'était quand cette expérience? Depuis? Est-ce que j'ai eu des problèmes de santé? Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie qui s'est bloqué? Ça peut être aussi qu'est-ce que j'attends de manière cyclique chez les autres pour enfin ressentir quelque chose? Est-ce que j'attends de la reconnaissance pour pouvoir enfin me dire dans mon inconscient et dans mon conscient que j'ai une place? Est-ce que j'ai tendance à repousser l'amour des autres parce que j'ai déjà une difficulté à m'aimer moi-même? Ma manière de repousser l'autre, comment elle va se manifester? Est-ce que j'arrive à dire facilement que j'ai le droit et je suis légitime d'avoir une place dans la vie des autres? Ou est-ce que c'est une phrase qui est un petit peu difficile? Est-ce que j'ai déjà réussi à me dire je t'aime dans le miroir et est-ce que ça sonne plutôt naturel? Est-ce que j'arrive à rire de mes erreurs? Voilà, des questions comme ça d'exploration sur l'amour de soi. Ça peut déjà poser une base pour trouver comment ça se positionne. Et puis dans la relation à l'autre, on peut faire par écrit une exploration en se disant par exemple dans ma relation aux autres, quel est le schéma qui revient le plus? En général, qu'est-ce que j'attends des autres pour pouvoir valider et confirmer qu'ils m'aiment? Cette question, elle est intéressante parce que dans l'amour, de manière générale, les relations amoureuses, les relations de manière plus vaste aussi, il y a différents langages de l'amour. Et donc, on peut tout à fait, dans une relation, se retrouver avec une personne dont le langage va être l'écoute. Et nous, notre langage, ça va être de rendre service. Il y en a d'autres, leur langage, c'est de faire des cadeaux. Il y en a d'autres, leur langage, c'est d'exprimer leurs émotions. Il y en a, c'est d'apporter une certaine présence. Et parfois, dans un duo ou dans un groupe, eh ben, tout le monde n'a pas le même langage. Et ça, c'est important de le voir parce que parfois, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas aimé, que l'autre ne nous donne pas suffisamment. Alors que ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il est nécessaire peut-être d'intégrer progressivement, d'identifier et d'accepter l'information suivante qui est j'accepte de laisser l'autre m'aimer tel qu'il souhaite m'aimer. J'accepte de recevoir ce que l'autre a à me donner sans toujours y voir une incomplétude. Voilà, de rentrer sur ce chemin-là. Les autres questions qu'on peut aussi explorer par écrit et en regardant aussi les sensations corporelles dans la relation à l'autre, eh bien c'est qu'est-ce que je veux à tout prix éviter de ressentir ou éviter comme situation dans ma relation aux autres? Cet évitement, d'où me vient-il? Qu'est-ce que j'ai vécu qui fait que j'ai mis en place cet évitement, cette protection qui vient parfois abîmer, empêcher ou raccourcir ou gâcher mes relations? Qu'est-ce que je ressens de manière cyclique dans mon lien à l'autre, que ce soit positif ou négatif? D'où ça me vient? Est-ce que mon propre vécu permet de l'expliquer? Est-ce que si je regarde ce qui a été vécu avant moi dans la sphère concernée, amoureuse, amicale, familiale, est-ce que ça répète quelque chose qui a pu être ressenti ou vécu avant moi? À qui je pense en premier? Regardez tout ça. Regardez aussi dans ma relation à l'autre finalement, est-ce que je suis vraiment dans un acte d'amour actif, c'est-à-dire j'aime l'autre, j'ai envie de lui donner sans avoir une attente de recevoir en retour? Est-ce que je prends un plaisir vivant que je ressens dans mon corps à partager, à aimer, à parler, à échanger, sans pour autant avoir une attente qu'on tisse un lien, qu'on ait forcément une attache l'un envers l'autre, une dette l'un envers l'autre, qu'on se doive quelque chose? Est-ce que déjà j'arrive à me relier aux autres sur cette base-là où on peut tout à fait se rencontrer un jour et plus jamais se voir et ce sera quand même un plaisir d'avoir rencontré un autre être humain et d'avoir connecté de cœur à cœur? Est-ce que c'est quelque chose que j'arrive à faire? Ça, c'est intéressant de regarder. Et puis, dans la relation à l'autre aussi, eh bien, de regarder ce qui se dit en fond à nouveau. Prenez par exemple une relation dans laquelle il y a un conflit. Qu'est-ce qui fait que vous gardez potentiellement de la colère ou un sentiment que justice n'a pas été rendue ou que quelque chose vous était dû qui ne vous a pas été donné? Quel était ce dû? Quel est ce manque?
Cette personne, peut-être qu'actuellement, elle peut cristalliser des fragilités ou des émotions très fortes, mais si vous regardez la situation dans son ensemble, à quel moment de votre vie vous avez déjà ressenti ce sentiment-là? C'était quand la première fois? Peut-être que les circonstances étaient totalement différentes, mais dans le ressenti, dans le message que ça vous envoie qui vient vous toucher, ça ressemble probablement de manière quasiment identique à quelque chose que vous avez déjà ressenti plusieurs fois. L'idée, c'est de voir que probablement, surtout si vous êtes adulte, ce qui se passe actuellement, c'est une répétition d'un séisme, mais qu'il faut trouver le tout premier séisme et aller le résoudre. C'est ce qui va faire que ça évite de revenir sans cesse dans votre lien aux autres. Et là, on ne parle pas forcément que de relations affectives, on parle aussi de relations professionnelles, de la relation qu'on a avec l'autorité, la hiérarchie, la manière dont on a de se positionner vis-à-vis des autres, se mettre en dessous, se mettre au-dessus, se mettre en confrontation, aborder les choses d'abord par l'ego pour éviter de ressentir dans l'émotionnel parce que quelque chose a pu être verrouillé. Si c'est verrouillé, un des indices, c'est par exemple que vous avez du mal à répondre à la question là, qu'est-ce que tu ressens dans le corps quand tu penses à ça? Si ça reste neutre de manière constante, alors même que vous essayez de sonder un sujet qui est censé être vivant ou vous toucher, ça peut être un signe que le premier biais, c'est la reconnexion au corps, l'instant présent, pratiquer le qigong, le yoga, et revenir déjà à une bonne connexion au corps. Et s'il y a une fuite du corps, c'est intéressant de regarder, est-ce que j'ai des douleurs au bassin? Ça peut révéler souvent des traumatismes. Donc, c'est des clés comme ça que je vous donne, mais qui peuvent beaucoup aider. Et puis, de manière générale, il faut se dire que la relation à soi ou la relation à l'autre, c'est les deux faces d'un même miroir. Quand vous ressentez un conflit ou un tiraillement par rapport aux agissements des autres, ça dit avant tout quelque chose sur vous-même. C'est intéressant et important de ne pas entendre ça comme c'est ma faute ce qui se passe. C'est pas un reproche. S'il y a votre petit bourreau intérieur qui dit ça, il faut le bannir ou faire un travail concret pour éviter que tout ce que vous entendez soit perçu comme un reproche, comme une idée que vous seriez responsable de votre propre souffrance, parce que ça aussi, c'est une couche qui peut limiter l'amour de soi. Mais pour revenir à l'idée de base, il faut se dire, ok, il y a cette situation relationnelle, actuellement je la vis de telle manière, et une autre personne, tout à fait lambda, elle la vivrait totalement différemment parce qu'elle a d'autres lunettes, elle a d'autres prismes, elle a d'autres blessures, manques, attentes et forces. Et du coup, moi, avec ce que je suis, avec mon esprit, pourquoi je perçois cette situation de cette façon et pourquoi elle vient me chercher spécifiquement de cette manière-là? Pourquoi elle génère spécifiquement cette émotion? Pourquoi ça génère en moi telle envie de réagir quand bien même je sais que ça ne me serait pas bénéfique? Ça, c'est intéressant de regarder, de se tendre le miroir et de regarder. Et puis, c'est important de voir quelle place je me donne à moi-même dans ma vie. Est-ce que je suis en capacité de respecter mes besoins, de savoir dire oui et non, mais de manière apaisée. Pas avoir l'impression que je dois rentrer dans le contrôle, la domination, l'autorité pour dire non. En fait, c'est cette capacité à voir si dans votre énergie, il y a un bel équilibre entre le masculin et le féminin. Le féminin, c'est l'amour, la spiritualité, l'énergie maternelle, la capacité d'abnégation, d'écoute de soi, une fluidité, une spontanéité avec le monde. Et l'énergie masculine, c'est la capacité à décider, à utiliser sa volonté, sa persévérance et sa capacité de jugement à bon escient, sans tomber dans le culte de l'ego, mais juste en utilisant son énergie masculine et ses intentions dans une direction bien claire. Et donc, dire oui à quelqu'un avec le cœur, c'est possible. Dire non à quelqu'un avec le cœur, c'est possible parce que la personne en face de soi, elle mérite qu'on puisse lui dire la vérité et elle mérite qu'on puisse lui offrir une présence de qualité. Donc, dire non ou reporter quelque chose, c'est aussi une forme de respect. Donc, c'est important, en fait, pour synthétiser tout ça, d'amener une couche d'amour dans tout ça. Quel que soit le conflit, quelle que soit la difficulté, quel que soit le schéma, c'est parce qu'on accepte de changer notre posture, de regarder quelles croyances sous-jacentes, conscientes, inconscientes ou héritées sont en jeu dans le rapport à l'autre, le rapport au monde et le rapport à soi, qu'on peut commencer à résoudre les choses. Il y a bien sûr des situations qu'on peut juger comme impardonnables, qu'on peut voir comme figées, on a l'impression que c'est une condamnation à vie, et ça n'est pas vrai. L'expérience le montre. Et à partir du moment où on utilise notre conscience pour se dire sortir d'un conflit intérieur, c'est ouvrir ma propre cage, c'est déjà un premier pas. Et puis, aussi quelque chose qu'on peut voir souvent en thérapie et en soins énergétiques, c'est que parfois quand on a du mal à laisser partir
un conflit intérieur avec quelqu'un, c'est parce qu'on n'a pas accepté de voir notre propre part de responsabilité. Qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu à l'époque? Qu'est-ce qu'on n'était pas en capacité de faire et est-ce qu'on peut se pardonner pour ça? Ça, c'est hyper important. Donc, à nouveau, c'est utiliser l'amour, l'indulgence, étant une des nuances de l'amour. Donc, finalement, apaiser nos relations aux autres, apaiser notre relation à nous-mêmes, c'est aussi prendre une responsabilité spirituelle. Parce que quand on voit de manière globale les déséquilibres qui peuvent se mettre en place à l'échelle de l'humanité, ce sont toujours des déséquilibres et des souffrances qui sont générés par les états d'esprit de grande séparation avec l'autre. La colère, la jalousie, l'avidité, ça peut être aussi l'attachement à l'ego, l'attachement aux opinions, l'attachement à une identité, l'attachement à des biens. Toutes ces choses-là, le fait de toujours être tourné vers soi, mais d'une manière dure, d'une manière trop dans un masculin ennemi, dans une envie de dominer, de posséder, de briser l'autre pour briller soi, ça c'est pas de l'amour, c'est juste l'ego qui tire ses ficelles pour se rassurer et pour finalement entretenir l'illusion que ça, ce sont des clés vers le bonheur. Donc ces personnes aussi qui agissent de cette manière, et on l'a tous fait à un moment ou un autre de notre existence, eh bien elles aussi, elles méritent notre compassion. On peut leur souhaiter de trouver la paix, de se libérer de leur colère, de trouver une voie d'apaisement, de trouver le bonheur dans des choses qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour elles-mêmes et les autres à long terme. Hein, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est important de regarder qu'en tant qu'être humain, on a cette responsabilité de devenir la personne dont on aurait eu besoin, de devenir ce qu'on pense voir comme manque dans le monde. Si on a l'impression qu'il manque de la compassion, chaque jour, on va œuvrer à sa petite échelle, la part du colibri, pour qu'il y ait un peu plus de compassion, qu'il y ait un peu plus d'écoute. On a l'impression qu'il manque du lien humain. On va aller vers l'autre, on va lui poser des questions, on va s'intéresser, on va se faire passer en deuxième. Et c'est ok de passer en deuxième, ça permet de s'oublier un petit peu et des fois, ça fait vraiment du bien. Et quand on sent que cet espace relationnel, ces liens, ça a été nourri, cet espace où on est en lien avec le monde, et on peut revenir dans son propre espace et se ressourcer. Et cette décision de se ressourcer, elle est hyper intéressante parce que souvent, quand on prend le parti de le faire, on peut se rendre compte qu'en fait, on n'a pas pris le temps de bien se connaître, d'apprendre à se rencontrer à nouveau, surtout quand il y a plusieurs années qui sont passées et qu'on n'a plus pris le temps de se retrouver avec soi-même. On peut aussi se retrouver quand on va essayer de méditer, passer du temps seul, se ressourcer, on va se rendre compte de nos attachements, on va se rendre compte de nos dépendances affectives, de nos loyautés aux principes et aux attentes et aux façons de faire d'autres personnes qui en fait ne nous correspondent pas. On va pouvoir se poser des questions ultra profondes. On va voir les inconforts qu'on a avec soi-même et pouvoir les résoudre parce que mettre de la conscience sur une chose, c'est déjà 50% du chemin qui a été parcouru pour évoluer. Donc c'est assez merveilleux en fait de savoir regarder nos liens, le lien à soi, le lien aux autres, les liens sacrés qu'on peut avoir avec toute forme de conscience et toute forme de vie, comme un spectateur. C'est-à-dire, oui, j'ai vécu de plein fouet toutes sortes de choses. J'ai pu ressentir de la colère, de la rancœur, une impression de rejet. J'ai cru que mon petit moi était jugé ou était pas respecté. J'ai ressenti toutes sortes d'émotions. Mais maintenant, si je fais le bilan, si je me mets en spectatrice et je fais un peu un état des lieux, comme si y a tout qui s'affichait sur un seul et même mur et je trace des liens, je tisse des liens, je trace des traits, je tire les ficelles. Qu'est-ce qui se joue depuis le début pour moi? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends des autres que je devrais me donner depuis le début? À quoi j'aspire aussi? Parce que ça, on le fait en soin. Ok, on a fait le point sur tout ce qui va pas, mais c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que j'attends de ma propre vie dans 6 mois, de mes propres relations? Qu'est-ce que j'ai envie d'y ressentir? Et donc, comment je vais devoir sortir de ma zone de confort et déconstruire mon identité pour en laisser émerger une qui est beaucoup plus propice à des relations saines avec le monde. Donc, il y a une richesse à trouver dans le fait de faire un pas de côté et regarder les choses dans leur ensemble. Et d'aller regarder des espaces très précis. L'enfant intérieur. Si je lui parle, qu'est-ce qui lui manque? Quelles questions je peux lui poser pour explorer ça? Comment il se sent? Comment il se tient quand je le regarde? Comment il est habillé? Est-ce qu'il craint quelqu'un? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire de pire? Est-ce qu'il a peur? Toutes ces questions-là. Regardez aussi
les croyances limitantes qui ont été inculquées peut-être sur vous, sur les autres. Qu'est-ce qu'on a pu dire, qu'est-ce qu'on dit souvent dans la famille, comment on déconstruit ça. On peut le faire en travail de soins énergétiques, en constellation familiale. Et puis aussi regarder dans votre corps qu'est-ce qui est récurrent. Quand vous êtes seul, quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qui se produit. Et là, on peut travailler en mémoire cellulaire, on peut travailler en constellation familiale, on peut voir s'il y a des traumatismes particuliers qui font qu'il y a des peurs installées dans l'espace social ou dans l'espace de soi à soi-même qui en fait vous appartiennent pas. Et regardez, ok, ça se joue où? C'est quelle histoire qu'on peut trouver? C'est quel ancêtre que ça va apaiser? C'est quelle descendance que ça va apaiser? Et tout ça encore, c'est régi par l'amour. Donc, quand on a ce cœur qui s'ouvre, quand on est prêt à évoluer, c'est parce que l'amour est disponible pour le faire. Donc il faut toujours être confiant, c'est-à-dire même dans les périodes d'exploration, où on est dans le doute, on se pose des questions, on écrit plein de choses, on voit un schéma et ça nous énerve, mais en fait on sait que c'est une occasion d'avancer. On utilise notre sagesse et on se réjouit de se dire, peut-être que ça me paraît long sur le plan relatif, mais si je me pose ces questions, alors qu'en fait j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est un signe que c'est déjà en train de bouger. C'est un signe que cette dynamique karmique, elle est terminée. C'est un signe que ma conscience est déjà en train d'évoluer vers autre chose. Et c'est à moi de faire le travail de regarder de manière indulgente, ouverte, sage, spirituelle ce qui se joue. Et être spirituel, c'est pas un don donné à des gens en particulier. Être spirituel, c'est notre nature fondamentale. On est des êtres de conscience. C'est parce que la conscience est présente que ce corps peut bouger et est en vie. Et quand la conscience enlève ce corps comme on retire un gant sur une main de porcelaine, eh bien la conscience continue. Et donc ce qui compte, c'est quoi mes états d'esprit? C'est quoi les états d'esprit que j'ai dans cette vie, qui construisent cette vie, qui font que je vis certaines expériences? Et c'est quoi les états d'esprit que j'emmène dans mes vies futures? C'est ça la question fondamentale. Et à la fin, c'est à quel point j'ai aimé, à quel point j'ai fait de mon mieux pour aimer un peu plus, à quel point j'ai fait de mon mieux pour sortir de mon chemin toutes les entraves à l'amour une fois que je les aurai vues. Une fois qu'on les a vues, on n'a presque plus d'excuses pour pas faire ce qu'il faut pour les retirer. Et tant qu'on les a pas vues, eh bien on peut se tourner vers ce qu'on ressent. Ok, là je me mets en contact avec ma souffrance, j'investis dans mon propre bien-être, je vais parler à quelqu'un, je vais écrire, je vais en parler à un proche, je vais m'investir dans une thérapie, je vais mettre du temps et de l'énergie et parfois même de l'argent dans des choses qui vont améliorer ma vie à long terme. Et quand on améliore l'intériorité, quand on se tourne vers la dimension de l'esprit, tout peut se transformer sans exception. Il n'y a aucun domaine de vie, aucun blocage, aucune maladie, aucune situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre, qui ne peut pas bouger à la lumière de la conscience. Si on fait bouger nos croyances, si on fait bouger nos conditionnements, on peut faire bouger la totalité de la réalité parce qu'elle en est simplement l'expression matérielle. Donc c'était vraiment tout ça que je voulais partager aujourd'hui et en même temps j'ai l'impression qu'il y a encore mille et une choses à dire. J'avais à cœur de vous donner quelques clés parce que le but c'est que vous puissiez trouver de l'apaisement, que ça puisse aussi éviter des souffrances pour vous, pour votre famille, pour vos proches, pour les autres, pour les personnes contre qui vous pourriez être en colère. Le but, c'est qu'il y ait un petit peu moins de souffrance à l'échelle globale et que chacun puisse trouver dans ses souffrances une occasion de transformer la souffrance en sagesse et la peur en amour. Et c'est grâce à ces questionnements-là déjà qu'on pose une base fondamentale pour le faire. Et ensuite, on peut rentrer dans des espaces de travail concret, des espaces de soins, des espaces de discussion, comme il y en aura plein ce mois-ci, pour avancer en fait et pour transformer les choses. On fait pas juste un constat de ce qui va pas, on prend une intention et une décision d'évolution claire pour soi-même et on a confiance en la possibilité évidente que c'est déjà en train de bouger et que c'est juste à nous en termes de mental, d'émotionnel, de bien vouloir suivre le mouvement de changement qui se propose. Parce que si on résiste, on peut vite se sentir écrasé. Donc le but c'est toujours plus d'amour et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en discuter. N'hésitez pas sous cette vidéo à mettre des questions si vous en avez envie. Et pour rappel, on a plein de petites ressources. Donc comme je vous disais, pour rappel, le questionnaire à poser à vos aînés si vous avez besoin de trouver un peu les mémoires familiales qui peuvent vous impacter, que ce soit positivement aussi ou négativement. Et puis le 21 septembre, le rituel Potala à la lumière de l'éclipse solaire, qui va être hyper intéressant. Je vais vous envoyer les informations cette semaine et puis communiquer dessus sur Instagram et sur YouTube. Et puis on va avoir le 7 octobre, le soin Moon, soin de pleine lune autour de l'amour de soi, l'amour des autres, dans lequel je vous partagerai un petit exercice que j'ai déjà préparé.
qui est juste ici, avec des feuilles. Donc, il faudra un petit peu vous équiper, vous recevrez toutes les infos. Un exercice très spécial que j'ai moi-même testé et qui va beaucoup vous aider à avancer. Et puis, voilà, au fil du mois, plein de contenus sur cette chaîne YouTube, sur le transgénérationnel, des histoires très concrètes, des clés pour trouver les traumatismes familiaux qui peuvent peser sur nous, et puis tous les conditionnements intérieurs, conscients, inconscients, qui peuvent un petit peu modeler notre réalité. Donc on va parler de tout ça. Et puis dans les mois qui viennent, octobre, novembre, plein de nouvelles choses sur notamment la médiumnité, la vie intra-utérine, la manière dont elle peut nous façonner et comment on va pouvoir la programmer autrement pour devenir un être humain plus épanoui. Donc voilà, j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Et puis n'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, comme je vous disais, mais aussi proposer des sujets qui pourraient vous intéresser, si ça résonne, et si c'est des sujets qui n'ont pas encore été traités, ça sera avec plaisir que je pourrai les étudier et voir surtout si j'ai la capacité de vous y guider. Et puis pourquoi pas aussi me partager en commentaire si vous avez des histoires transgénérationnelles que vous avez vous-même vécues ou que vous avez pu élucider grâce à des pratiques en particulier, y compris de constellation. Ça m'intéresserait de les recevoir par mail, si vous êtes d'accord de les partager anonymement dans un des prochains podcasts qui sera là fin septembre. Ce sera avec plaisir de partager. C'est toujours des belles histoires qui peuvent aussi aider d'autres personnes à mieux cheminer dans leurs réflexions et à les trouver les nœuds qui ont besoin d'être libérés pour qu'elles puissent plus s'épanouir. Et puis un être humain heureux va pouvoir être source de bonheur pour les autres. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus précieux qu'on puisse espérer. En tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour. Et je vous dis à très bientôt.